Vous venez de terminer votre dernière série. Vous avez posé les haltères avec un soupir de soulagement et vous vous êtes dit que cet effort comptait. Dans votre esprit, chaque goutte de sueur et chaque respiration haletante sont la preuve d'un travail bien fait. Pourtant, pour la grande majorité des personnes de plus de 60 ans, cet effort ne comptait pas. Et ce n'est pas parce que le poids que vous avez soulevé était trop léger. C'est tout simplement parce que la fibre musculaire capable de croître grâce à ce poids n'a jamais été réveillée en premier lieu. Il existe un seuil mesurable, une barrière biologique invisible à l'intérieur du muscle vieillissant. Si vous ne franchissez pas ce seuil avant votre série de travail principale, la série que vous venez de terminer a simplement produit du mouvement, mais absolument pas de muscle. À la fin de ce texte conçu pour transformer votre approche, vous saurez exactement où se situe ce seuil mystérieux, et vous comprendrez précisément ce qu'il faut faire 60 secondes avant de toucher à nouveau un poids. Vous découvrirez également pourquoi cette routine que vous appelez affectueusement un échauffement travaille silencieusement contre vous depuis des années. Nous allons explorer ensemble ce à quoi ressemble une correction simple applicable sur une période de 12 semaines dans la réalité de votre quotidien. Ici en France, où nous valorisons tant la qualité de vie et où l'espérance de vie est parmi les plus hautes, il est crucial de regarder la réalité en face. Voici le point de données qui dérange. Des chercheurs, en mesurant la synthèse des protéines musculaires chez des adultes plus âgés après un entraînement de résistance standard, ont découvert quelque chose qui devrait troubler quiconque de plus de 60 ans qui soulève des poids. Ils ont observé la même charge mécanique, le même nombre de répétitions, le même effort visible, mais dans un nombre frappant de cas, il n'y avait presque aucune augmentation nette du signal de renforcement musculaire que l'entraînement est censé déclencher. Le muscle s'est contracté, la série a été complétée, le compte des répétitions correspondait parfaitement au plan écrit sur le papier, et pourtant sur le plan biologique, il ne s'est presque rien passé. Il faut comprendre d'emblée que ce n'est pas un problème de motivation. Ce n'est pas un cas où vous n'avez pas poussé assez fort, ni une situation où l'on vous dirait qu'il faut essayer de faire mieux la prochaine fois. Ce phénomène possède un nom spécifique et scientifique dans la littérature de la physiologie de l'exercice, on l'appelle la résistance anabolique. Avec l'âge, le muscle cesse de répondre au même stimulus qui autrefois déclenchait la croissance de manière fiable. Le travail mécanique accompli est strictement identique à ce qu'une personne de 30 ans réaliserait. Cependant, la réponse biologique à l'intérieur de la fibre musculaire ne l'est pas. Repensez un instant à votre dernière séance dans votre salle de sport, que ce soit à Paris-Lyon ou dans un petit club de province. Vous avez fait vos séries. Vous avez senti cette brûlure familière dans le ventre du muscle. Peut-être même que vous vous êtes réveillé avec des courbatures le lendemain matin et vous avez pris ces douleurs comme la preuve irréfutable que quelque chose de productif s'était produit. Mais laissez-moi vous dire une vérité difficile, ce n'était pas une preuve de croissance. Les courbatures sont en réalité une inflammation et des micro-déchirures au niveau des tissus. C'est un sous-produit du stress mécanique et non un signal indiquant que de nouvelles protéines musculaires sont en train d'être construites. La croissance musculaire est un événement biologique totalement distinct. Elle est gouvernée par sa propre voie de signalisation comme une route complexe à l'intérieur de votre corps. Et cette voie possède une porte, un seuil d'activation. Ce seuil doit impérativement être franchi avant que la porte de la croissance ne s'ouvre, et ce quelle que soit l'intensité des courbatures que vous ressentez le lendemain. Voici la partie qui devrait véritablement changer votre façon de concevoir chaque séance d'entraînement à l'avenir. Les types de fibres musculaires, qui sont les plus responsables de la force visible et de la taille, ne sont pas ceux qui sont engagés par des mouvements occasionnels ou légers. Ces fibres précieuses ne sont recrutées que dans des conditions d'exigence spécifiques. Si ces conditions ne sont jamais remplies, ces fibres peuvent rester totalement inactives pendant toute la durée d'une séance d'entraînement, tandis que vous repartez épuisé, persuadé de les avoir entraînées. Le véritable problème n'est donc pas le poids que vous tenez dans vos mains. Le problème est un seuil situé à l'intérieur de votre fibre musculaire, un seuil que la plupart des personnes de plus de 60 ans ne franchissent jamais. Considérez de manière honnête et spécifique ce que cela signifie réellement pour les dernières années de votre propre histoire d'entraînement personnel. Si vous avez soulevé des poids de manière cohérente, si vous vous êtes présenté à l'heure, si vous avez suivi vos charges et que vous avez tout de même vu votre force stagner ou décliner lentement, la conclusion naturelle à laquelle la plupart des gens arrivent est que ce déclin est simplement l'image inévitable du vieillissement. Dans notre culture française, on a souvent tendance à accepter fatalement les effets de l'âge en se disant qu'il est normal de perdre en vigueur une fois la retraite arrivée. Mais cette conclusion est fausse ou au minimum très incomplète. La stagnation et le déclin sont exactement ce qui se produit lorsque l'effort est appliqué de manière répétée en dessous d'un seuil qui s'est silencieusement déplacé avec le temps. Le muscle ne refuse pas de croître à cause d'une condamnation biologique fixe et définitive. Il refuse de croître parce que la stimulation d'entrée n'a jamais atteint le niveau requis pour ouvrir la fameuse porte.
Chaque fibre musculaire contient une voie de croissance, appelée la cible mécaniste de la rapamycine. Lorsque cette voie s'active, la cellule passe en mode de construction. Elle synthétise de nouvelles protéines contractiles et répare les tissus avec un excédent net. Mais lorsque cette voie ne s'active pas, la cellule se contente d'effectuer un entretien de base et rien de plus. Il n'y a aucun gain net, quelle que soit la quantité de travail acharné qui a été fournie pour en arriver là. Dans votre vingtaine et votre trentaine, cette voie répondait à un stimulus relativement modeste. Une série de travail modéré, une récupération adéquate et un apport raisonnable en protéines étaient généralement amplement suffisants. La voie s'activait, la cellule construisait et le muscle s'adaptait séance après séance d'une manière assez indulgente et linéaire. Cependant, après 60 ans, le seuil requis pour déclencher cette même voie augmente. Et il n'augmente pas légèrement, il augmente de manière substantielle. Le stimulus exact, qui autrefois déclenchait la croissance de manière fiable, se situe maintenant fréquemment en dessous du point d'allumage nécessaire pour l'activer. Vous n'êtes pas devenu plus faible dans le sens d'une simple réduction de vos capacités physiques. Vous fonctionnez simplement en dessous d'une ligne qui se situait beaucoup plus bas auparavant et personne n'a jamais pris la peine de vous tracer la nouvelle ligne à viser. Ce phénomène de l'âge est largement documenté dans toute la littérature sur la physiologie de l'exercice gériatrique. Il est décrit comme une exigence de dose croissante pour l'activation anabolique avec l'avancée en âge. Le muscle squelettique plus âgé a besoin de plus de signaux d'entrée pour passer dans la zone de croissance. Il lui faut plus de tension mécanique par série, un recrutement plus profond des unités motrices, et le bon signal chimique circulant dans la circulation sanguine à un moment très précis. Les programmes d'entraînement standards, ceux qui sont imprimés sur les dépliants de la plupart des salles de sport ou qui servent de modèle par défaut dans les applications modernes, sont tous calibrés pour l'ancien seuil, celui qui était plus bas. Personne n'a recalibré les instructions pour correspondre au nouveau seuil sous lequel vous fonctionnez réellement aujourd'hui. Prenez le temps de méditer sur ce point. Les mêmes 3 séries de 10 répétitions que vous faisiez à 35 ans, structurées de la même manière, à une intensité relative comparable, ont été conçues pour un plafond biologique qui ne décrit plus du tout votre physiologie actuelle. Vous n'êtes pas devenu plus paresseux avec le temps. C'est la cible qui s'est déplacée et la carte pour l'atteindre n'a jamais été mise à jour. C'est exactement la raison pour laquelle tant de personnes de plus de 60 ans décrivent la même expérience frustrante presque mot pour mot. Un effort constant, une assiduité exemplaire et des résultats qui semblent stagner, peu importe à quel point les séances paraissent difficiles. Le sentiment subjectif de l'effort et le résultat biologique réel de cet effort se sont silencieusement déconnectés. Et tant que cette déconnexion n'est pas nommée et affrontée directement, il est presque impossible de corriger le tir, car tout dans l'expérience donne encore l'impression de faire un véritable entraînement. Ce seuil possède un nom, un nombre, et il explique pourquoi vos 10 dernières années d'entraînement ont peut-être silencieusement cessé de compter de la manière dont vous le supposiez. C'est ici que le tableau devient plus spécifique et plus important encore applicable dans la vraie vie. Franchir ce seuil surélevé n'est pas principalement une question d'ajouter plus de disques de fonte sur la barre. C'est une question de recrutement. Il s'agit de savoir combien d'unités motrices, et plus spécifiquement quel type d'unité motrice votre système nerveux appelle à l'action pendant une série donnée. Les unités motrices se recrutent dans un ordre prévisible régi par ce que l'on appelle le principe de taille. Les petites unités résistantes à la fatigue se déclenchent en premier. Elles gèrent les tâches à faible demande, avec un minimum d'effort. Pensez aux gestes du quotidien, comme marcher pour aller chercher son pain à la boulangerie ou porter des objets légers. En revanche, les grandes unités à force élevée, celles qui sont spécifiquement connectées aux fibres responsables de la taille visible et de la force brute, ne se déclenchent que lorsque la demande franchit un véritable seuil d'intensité. Elles peuvent aussi s'activer si le système nerveux a déjà été préparé à faire appel à elles via un stimulus précédent. Chez les pratiquants plus jeunes, une seule série de travail génère fréquemment suffisamment de recrutement par elle-même pour atteindre cette réserve profonde, car leur seuil est plus bas et leur système nerveux répond avec une grande rapidité. Mais chez les pratiquants plus âgés, la toute première série de travail d'une séance échoue très souvent à puiser assez profondément dans cette réserve de recrutement. La série qui devrait être celle qui déclenche la croissance est au lieu de cela partiellement gaspillée, à simplement réveiller un système nerveux qui avait besoin d'un élan préalable avant de pouvoir s'engager pleinement. C'est ici qu'intervient le premier mouvement manquant. Il s'agit d'une brève séquence de contractions délibérées effectuées avant la véritable série de travail. Son seul et unique but est d'atteindre cette réserve de recrutement profonde de manière anticipée. Ainsi, au moment où la vraie série de travail commence, le muscle et le système nerveux sont déjà à l'écoute et fonctionnent à pleine capacité au lieu de continuer à monter en régime quelque part au milieu de la série. Demandez-vous honnêtement à l'instant présent
ce que vous avez fait avant votre première série de travail aujourd'hui. Peut-être avez-vous passé 5 minutes sur un vélo stationnaire, fait quelques rotations des bras et quelques étirements légers. Laissez-moi être clair, ce n'est pas une préparation dans un sens physiologique, c'est de la paperasse. C'est un rituel rassurant qui donne l'impression d'être productif sans produire l'effet de recrutement spécifique dont le muscle a réellement besoin. La plupart des gens croient sincèrement qu'ils font déjà ce qu'il faut. Ce qu'ils font en réalité, c'est échauffer l'articulation et non la fibre musculaire. Les exercices cardiovasculaires légers augmentent la fréquence cardiaque et élèvent la température des articulations. Les étirements statiques allongent les tissus conjonctifs et améliorent l'amplitude des mouvements. Ces deux pratiques sont utiles pour d'autres objectifs. Mais aucune des deux n'accomplit ce qui doit se passer ici, car aucune ne recrute le type de fibre qui compte vraiment pour résoudre notre problème de résistance anabolique. Les fibres musculaires se divisent en deux grandes catégories fonctionnelles. Les fibres de type 1 sont à contraction lente et résistantes à la fatigue. Elles s'activent très facilement même à de faibles intensités. Ce sont précisément les fibres que vos 5 minutes de vélo d'échauffement engagent avec joie et en profondeur. À l'inverse, les fibres de type 2 sont à contraction rapide et productrices d'une grande force. Elles ne s'activent que lorsque l'intensité franchit un seuil significatif. Et voici le point crucial. Les fibres de type 2 sont aussi de manière spécifique et constante, à travers toutes les recherches scientifiques, le type de fibre le plus vulnérable à l'atrophie liée à l'âge. Elles rétrécissent en premier, elles rétrécissent le plus vite. Ce sont exactement les fibres qu'un échauffement de faible intensité axé sur les articulations ne parvient jamais à effleurer. Par conséquent, la routine que vous appelez probablement un échauffement depuis des années a préparé de manière exhaustive et fidèle les tissus qui étaient le moins en danger au départ. Dans le même temps, elle a laissé les tissus les plus à risque complètement endormis jusqu'au moment précis de la série de travail, le seul moment où vous aviez besoin qu'ils soient pleinement éveillés et prêts à répondre. Il ne s'agit pas d'un petit oubli caché dans les petits caractères de la science du sport. C'est là que réside toute la faille de votre approche. Vous avez essayé de résoudre le mauvais problème avec une intention tout à fait juste. Ce simple décalage suffit à expliquer des années d'entraînement qui techniquement ont bien eu lieu, mais qui n'ont jamais porté les fruits qu'ils auraient dû. Il est important de s'arrêter un instant pour comprendre pourquoi cette erreur particulière est si facile à commettre et si difficile à remarquer par soi-même. Un échauffement axé sur les articulations fait réellement quelque chose. Il augmente véritablement le rythme cardiaque, il assouplit réellement les tissus et il rend indéniablement la première série de travail plus confortable. Toutes ces sensations sont interprétées comme une bonne préparation par la personne qui les ressent. Cependant, le confort articulaire et la préparation neurologique ne sont pas du tout le même signal. Le corps humain ne possède pas de système d'alerte intégré pour vous dire lequel des deux vous venez d'accomplir. Vous devez connaître la différence à l'avance, car vous ne pouvez pas la deviner sur le moment par vos seules sensations. Une fois que vous comprenez quelles fibres sont endormies et pour quelles raisons la solution cesse d'être un mystère insaisissable, elle devient un protocole clair, direct et reproductible. Rien de tout cela ne nécessite d'acheter de nouveaux équipements, de souscrire un nouvel abonnement dans une salle de sport luxueuse ou de repartir de zéro avec un tout nouveau programme d'entraînement. Cela demande simplement environ 90 secondes de préparation intentionnelle. Cette préparation doit être appliquée au groupe spécifique de fibres qui a été ignoré jusqu'à présent, juste avant la seule série de votre séance qui a toujours été censée être la plus importante. Voici le protocole exact et son application prend moins de 2 minutes par exercice. Entre 60 et 90 secondes avant votre série de travail, vous devez effectuer une courte série à un pourcentage élevé de votre intensité de travail. Cette charge doit être suffisamment lourde pour exiger un véritable recrutement profond des unités motrices. Cependant, le volume total doit rester suffisamment faible pour ne pas créer de fatigue significative avant la série qui compte vraiment. En règle générale, 3 à 5 répétitions contrôlées et délibérées suffisent amplement. Ensuite, vous devez vous reposer de 60 à 90 secondes, sans vous précipiter. Une fois ce délai écoulé, vous effectuez votre série de travail exactement comme vous le feriez d'habitude. Cette séquence intelligente s'appuie sur un phénomène physiologique très bien documenté, connu sous le nom de potentialisation post-activation. Il s'agit d'une augmentation à court terme de la production de force et du recrutement des unités motrices qui fait suite à une contraction de précharge quasi maximale. Le système nerveux central, à qui l'on vient tout juste de demander de produire une grande force à bord de la contraction suivante en étant déjà amorcé et totalement prêt. Les précieuses fibres de type 2 qui restaient inactives pendant votre ancien échauffement cardio, et vos étirements sont maintenant en ligne et disponibles. Et elles le sont avant même de commencer la série qui déterminera réellement si la croissance musculaire aura lieu. Pour être parfaitement clair, voici la version détaillée
minute par minute. Elle est exposée de façon si limpide que vous pourrez la tester lors de votre toute prochaine séance pour vérifier la différence par vous-même. À la minute 0, vous effectuez une série d'amorçages de 3 à de 5 répétitions en utilisant environ 85 à 90% de votre charge de travail habituelle. De la minute 1 à la minute 2, vous vous reposez complètement. C'est un temps de calme absolu. Pas de téléphone portable, pas de conversation avec le voisin, pas de distraction d'aucune sorte. Vous permettez simplement à votre système nerveux de maintenir son état d'alerte maximale. À la minute 2, vous commencez votre série de travail exactement comme vous le faites d'habitude. Vous utilisez le même exercice, la même charge et le même objectif de répétition que vous aviez déjà prévu. Absolument rien d'autre dans votre programme n'a besoin d'être modifié. La seule et unique addition concerne ces fameuses 90 secondes qui viennent désormais s'insérer juste avant l'effort principal. Cette simple méthode résout la moitié mécanique de notre grande équation. Cela vous coûte environ 2 minutes supplémentaires par exercice. Cela ne nécessite aucun équipement, inédit, aucun changement d'environnement et aucune modification des poids que vous soulevez déjà. Néanmoins, amorcer le muscle n'a de sens que si ce même muscle dispose des matières premières nécessaires qui l'attendent lorsqu'il se réveille pleinement et commence à les réclamer. Vous pouvez recruter la totalité des fibres de la pièce avec une technique absolument parfaite, et la voie de la croissance peut tout de même échouer à s'ouvrir complètement s'il manque un ingrédient supplémentaire. Cet ingrédient doit être présent dans votre circulation sanguine au moment précis de l'effort. Il s'agit de la leucine circulante. La leucine est un acide aminé essentiel. Elle fonctionne comme un déclencheur chimique direct pour la voie de croissance dont nous avons parlé. Ce n'est pas simplement un matériau de construction passif, c'est un signal actif et puissant qui ordonne à la cellule de commencer à bâtir. Les recherches pointues sur le métabolisme des protéines musculaires au cours du vieillissement ont mis en lumière une réalité incontournable. Des chercheurs, étudiant la résistance anabolique, ont démontré que les adultes plus âgés ont besoin d'une dose de leucine par repas significativement plus élevée que les jeunes adultes pour stimuler au maximum la synthèse des protéines musculaires. Cette dose optimale est couramment située dans une fourchette de 2,5 à 3 grammes de leucine. Pour mettre cela en perspective, c'est environ le double de la quantité requise pour une personne dans la vingtaine. Dans le contexte de notre alimentation française, si riche et si variée, cela demande une petite réorganisation. Cela signifie que le repas ou la collation d'avant-entraînement, qui fonctionnait parfaitement quand vous aviez 30 ans, ne délivre peut-être aujourd'hui que la moitié de la dose de déclenchement que votre seuil biologique actuel exige. Vous pouvez amorcer la fibre musculaire avec une précision d'horloger et recevoir malgré tout une réponse affaiblie si la porte de la leucine se trouve être fermée au moment exact où le signal mécanique parvient à la cellule. D'un point de vue purement pratique, cela implique de considérer votre repas précédant l'entraînement comme une dose calculée, plutôt que comme une simple collation mangée par habitude. Un repas ou une boisson fournissant environ 2,5 à 3 grammes de leucine se trouve généralement dans une portion d'environ 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité. En France, cela peut se traduire par la consommation d'œufs de viande maigre, comme la volaille de certains poissons, ou encore de produits laitiers, comme le fromage blanc ou le lactosérum. Consommer cela dans les 2 heures précédant votre entraînement donne à la voie de croissance exactement ce dont elle a besoin pour réagir pleinement au signal mécanique que vous venez de créer par l'amorçage. Il est primordial de comprendre qu'il ne s'agit pas de manger des quantités astronomiques de nourriture en plus. De nombreux adultes de plus de 60 ans consomment déjà suffisamment de protéines totales sur l'ensemble de leur journée. Le véritable problème réside dans la concentration de ces protéines à un moment précis. Il faut que suffisamment de leucine arrive en une seule fois, suffisamment près du stimulus d'amorçage pour que le signal chimique et le signal mécanique atteignent la cellule de manière synchronisée. Si vous étalez cette même quantité de protéines de manière uniforme sur 6 petits encas pris tout au long de la journée, vous risquez de ne jamais atteindre la dose de déclenchement, et ce même si votre total quotidien semble parfait sur le papier. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous avez amorcé la fibre, vous avez nourri la voie de croissance, et pourtant il reste une dernière variable qui se dresse silencieusement entre vous et la véritable croissance musculaire. La synthèse des protéines musculaires ne connaît pas un pic immédiat, juste après l'entraînement pour disparaître subitement peu de temps après. Au contraire, elle augmente progressivement sur une période de plusieurs heures. Cependant, chez les adultes plus âgés, cette augmentation est à la fois plus faible en ampleur globale et plus lente à démarrer que chez les jeunes adultes. Les études comparant les courbes de synthèse après l'exercice entre les populations plus âgées et plus jeunes montrent de façon constante une réponse émoussée et retardée. Cela signifie concrètement que la fenêtre pendant laquelle un apport supplémentaire en protéines
contribue de manière significative à la réparation et à la croissance reste en réalité ouverte plus longtemps et commence plus tard que ce que la plupart des gens pensent en se basant sur des hypothèses dépassées. Cette découverte scientifique contredit directement l'ancienne croyance, très répandue, selon laquelle le moment de la prise de nutriments importe moins à mesure qu'une personne vieillit. En réalité, cela importe davantage, et non l'inverse. Une seule dose de protéines bien chronométrée consommée 30 minutes après l'entraînement aurait pu être entièrement suffisante lorsque vous aviez 30 ans. Mais à 60 ans, la réponse plus lente et émoussée de votre muscle signifie qu'une deuxième dose est nécessaire. Une autre portion de 25 à 30 grammes de protéines, idéalement consommée 2 à 3 heures, après la première donne à cette fenêtre d'opportunité prolongée de la matière sur laquelle travailler. Sans cela, le processus risque de s'assécher précisément au moment où la demande de votre corps est encore en train d'augmenter. Repensez en toute honnêteté à ce que vous avez mangé, et plus important encore au moment où vous l'avez mangé après votre dernière séance de sport. Si votre réponse ressemble à l'idée que vous avez pris un repas copieux quelques heures plus tard en pensant que cela compenserait, vous n'avez probablement nourri que la toute fin de la fenêtre d'opportunité, tout en manquant complètement la première partie qui est tout aussi cruciale. Cela a une implication pratique majeure que la plupart des pratiquants ne considèrent jamais. Le repas que vous prenez tard le soir après un entraînement des heures, après avoir supposé que la fenêtre était déjà fermée, pourrait encore arriver pendant une période biologiquement très active. Le rejeter en pensant qu'il est trop tard pour avoir de l'importance n'est pas une preuve de prudence. C'est tout simplement laisser une deuxième véritable opportunité inexploitée soir après soir, sans aucune justification biologique valable. Chaque pièce de ce puzzle dont nous avons discuté jusqu'à présent concernait le fonctionnement interne, la mécanique de la façon dont le système se déclenche réellement. La pièce suivante concerne les conséquences graves de ce qui se passe si ce problème n'est jamais corrigé. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple préoccupation cosmétique limitée à l'apparence de vos bras dans le miroir. Une résistance anabolique non corrigée est l'une des voies biologiques directes menant à la sarcopénie. La sarcopénie est la perte progressive de la masse de la force et de la fonction musculaire liée au vieillissement. En France, où les rues pavées, les trottoirs inégaux et les vieux immeubles sans ascenseur font partie de notre charme quotidien, la sarcopénie est un véritable enjeu de santé publique. Elle ne se résume pas au simple fait de devenir plus mince avec le temps. Elle est associée de manière indépendante à travers de vastes études à l'échelle des populations à un risque accru de chute. Elle entraîne une récupération plus longue et beaucoup plus compliquée après une fracture. Elle se traduit par une capacité réduite à se lever d'une chaise basse sans assistance et par un risque de mortalité globale plus élevé par rapport aux adultes du même âge qui parviennent à conserver une masse musculaire fonctionnelle dans les décennies suivantes de leur vie. Les enjeux ici n'ont jamais été une question d'esthétique ou de vanité. Il a toujours été question de préserver votre autonomie. Il s'agit de savoir si vous pourrez porter vos propres courses dans les escaliers à 80 ans. Il s'agit de savoir si vous pourrez vous lever de votre fauteuil préféré sans avoir besoin de prendre appui des deux mains. Il s'agit de savoir si lors d'une promenade, vous pourrez rattraper votre équilibre si vous trébuchez sur le bord d'un trottoir au lieu de faire une chute dramatique. Chacune de ces fonctions essentielles de la vie quotidienne dépend lourdement de la capacité de vos fibres de type 2. C'est très exactement ce groupe de fibres qu'un échauffement mal synchronisé, un repas d'avant-entraînement sous-dosé et une fenêtre de récupération ratée affament silencieusement. Cela se produit série après série, année après année, sans jamais que votre corps n'annonce de manière évidente que quelque chose ne va pas. C'est aussi la raison pour laquelle ce sujet mérite une urgence bien plus grande que celle qu'il reçoit habituellement dans les conversations banales sur le vieillissement. La sarcopénie ne s'annonce pas à l'avance avec des signaux d'alarme. Elle avance à pas de velours masqué par le cours de la vie quotidienne ordinaire jusqu'à un moment de rupture précis. Un faux pas, une chute, une hospitalisation soudaine rendent alors la perte sous-jacente totalement impossible à ignorer. Au moment où cette perte devient visible, sans même faire d'effort pour la chercher, une quantité très importante du groupe de fibres dont dépend votre autonomie a souvent déjà disparu. Et rebâtir cette masse musculaire à partir de ce point critique est un processus infiniment plus lent et plus difficile que de la prévenir des années auparavant. Je n'ai pas commencé à me passionner pour ce seuil particulier à cause d'une étude abstraite que j'aurais lue par hasard un après-midi. J'ai commencé à m'y intéresser profondément à cause d'un individu en particulier. Un homme approchant la fin de la soixantaine est venu suivre notre programme. Il avait derrière lui 2 années entières d'entraînement rigoureux, constant et discipliné. Mais malgré cela, il n'avait presque aucun gain de force mesurable à montrer. La force de sa poigne, un indicateur crucial, était restée essentiellement plate au fil des multiples séances de tests. Son temps pour se lever d'une chaise, qui est un marqueur simple mais extrêmement fiable de la force fonctionnelle du bas du corps, avait à peine bougé,
Et croyez-moi, ce n'était pas du tout un cas de manque d'assiduité ou d'efforts insuffisants. Ce monsieur s'était rendu à la salle de sport 3 fois par semaine, sans jamais faillir à sa routine, pendant 2 années consécutives. Sur le papier, si l'on s'en tenait à tout ce que l'industrie de la forme physique enseigne généralement sur la fréquence et la régularité de l'entraînement, ce dossier aurait dû produire des résultats clairs, nets et visibles par tous. Nous n'avons absolument pas changé la nature de ces exercices. Nous n'avons pas modifié les charges qu'il soulevait, ni le volume global de son entraînement. Nous avons simplement ajouté une unique et courte série d'amorçages avant chacune de ces séries de travail. Nous avons restructuré son repas précédant l'entraînement avec le but très spécifique d'atteindre une dose de leucine réelle et mesurée. Enfin, nous avons ajouté un second apport en protéines environ 2h30 après la fin de sa séance. Rien d'autre dans son programme n'a été modifié, pas même d'un millimètre. 12 semaines plus tard, le changement était stupéfiant. La force de sa poigne avait augmenté d'une manière qui était clairement mesurable et reproductible à travers différentes séances. Son temps pour se lever d'une chaise avait chuté de façon très significative. Rien concernant son niveau d'effort ou sa régularité n'avait changé au cours de cette période. Il donnait déjà un effort plein et honnête tout au long des 2 années précédentes, sans la moindre exception. La seule chose qui avait changé, c'était de savoir si cet effort atterrissait au-dessus ou en dessous d'un seuil biologique que son ancienne structure d'entraînement n'avait jamais pris en compte. Cet homme n'était pas exceptionnellement motivé par rapport aux autres participants du même programme et il n'a reçu aucune attention particulière, au-delà des 3 ajustements très précis que je viens de décrire. Ce qu'il a reçu, c'est la séquence manquante. Une séquence appliquée avec constance semaine après semaine, jusqu'à ce que son propre corps lui renvoie la différence sous la forme de chiffres clairs et indéniables sur un graphique. Ce cas particulier n'est pas une exception inhabituelle, perdue au milieu de dossiers sans intérêt. C'est exactement ce qui se produit systématiquement chaque fois que la séquence complète est suivie correctement. Et cette séquence elle-même est ce qui relie chaque section précédente de notre réflexion en une seule et unique réponse utilisable au quotidien. La croissance de vos muscles après 60 ans n'est pas bloquée par l'âge en tant que plafond fixe et inaltérable. C'est une idée fausse qu'il faut combattre. Elle est bloquée par une séquence non satisfaite de seuil. Les programmes d'entraînement génériques et standards n'ont tout simplement jamais été construits pour aborder ce problème. Ces programmes ont été conçus il y a des décennies, pensés autour d'une physiologie plus jeune qui réagissait de manière totalement différente. Pour que tout soit parfaitement clair, voici la séquence complète exposée dans l'ordre exact afin que vous puissiez commencer à l'appliquer dès votre toute prochaine séance d'entraînement. Premièrement, entre 60 et 90 secondes avant de commencer votre série de travail, vous devez effectuer une courte série d'amorçages. Cette série doit être réalisée à environ 85 à 90% de votre charge de travail habituelle pour un total de 3 à 5 répétitions parfaitement contrôlées. Cette étape fondamentale permet de recruter la réserve profonde des unités motrices. Elle cible spécifiquement les fibres de type 2 qui sont les plus vulnérables à la perte liée à l'âge et qui sont presque toujours laissées intactes par les échauffements conventionnels. Deuxièmement, dans les 2 heures précédant votre entraînement, vous devez consommer un repas ou une boisson délivrant environ 2,5 à 3 grammes de leucine. Comme nous l'avons vu, cette quantité est généralement fournie par 25 à 30 grammes de protéines de qualité. Cette étape est cruciale, car elle ouvre la porte de la voie de croissance à laquelle la série d'amorçages vient de frapper. Elle garantit ainsi que le signal mécanique a la matière nécessaire pour agir concrètement. Troisièmement, dans les 30 minutes suivant la fin de votre entraînement, vous devez consommer un premier apport en protéines d'une taille similaire. Puis vous devez faire suivre cet apport par un second repas ou une collation riche en protéines 2 à 3 heures plus tard. Cette dernière étape respecte scrupuleusement la fenêtre de récupération retardée et prolongée sur laquelle votre physiologie actuelle fonctionne réellement. Elle remplace l'ancienne approche basée sur une fenêtre plus courte et plus rapide qui ne s'appliquait qu'à votre corps d'il y a plusieurs décennies. En fin de compte, rien de tout cela n'a jamais été une simple question de volonté ou d'intensité. Vos stagnations passées n'ont jamais été un reflet juste de l'ardeur avec laquelle vous étiez prêt à travailler. Vous n'avez jamais été trop vieux, ni trop faible, ni trop en retard pour espérer voir de véritables résultats. Vous étiez tout simplement en train de vous entraîner contre un seuil que personne ne vous avait jamais décrit avec précision depuis le début. Le groupe de fibres responsable de la construction de nouveaux muscles après 60 ans a besoin d'être délibérément préparé et amorcé avant d'accepter d'écouter pleinement le signal que vous essayez de lui envoyer. Une fois que ce groupe de fibres a été amorcé, il a absolument besoin que la leucine soit déjà en train de circuler dans votre flux sanguin. Cela lui permet d'agir de manière décisive sur ce signal au lieu de n'y répondre que partiellement et timidement. Et une fois que le muscle décide d'agir, il a besoin d'une fenêtre d'alimentation post-effort plus longue et plus réfléchie
pour réussir à terminer le processus de réparation et de croissance qu'il vient tout juste d'initier. Si vous sautez ne serait-ce qu'une seule de ces 3 étapes fondamentales, les 2 autres s'effondrent avec elles. Et c'est très exactement ce qui se produisait chaque fois que vous sortiez de la salle de sport. Vous étiez intimement convaincu, et de manière tout à fait raisonnable, que votre dur labeur n'avait pas payé comme il le devait. C'était vrai, car il n'avait jamais reçu la séquence complète dont il avait besoin pour être réellement comptabilisé par votre biologie. Aujourd'hui, et pour la toute première fois, vous détenez enfin cette séquence. Vous avez les clés en main. La seule vraie chose qui se dresse désormais entre votre situation actuelle et l'endroit où cette séquence peut vous mener, c'est tout simplement la toute prochaine séance d'entraînement. C'est le moment précis où vous choisirez de l'appliquer, et ce moment commence dès aujourd'hui.